Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel. L'économiste nigériane Ngozi Okonjo-Iweala prend la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Au Kenya, Sylvia Gattoni est une joueuse professionnelle de jeux vidéo. Elle tente de se faire une place dans cette arène très masculine. Et puis les femmes au sommet, c'est aussi dans les montagnes. Notre invitée, Marion Poitvin, secouriste CRS de montagne, nous parlera de son parcours et des résistances qu'elle a rencontrées à cause de son genre. Pour la première fois de son histoire, l'OMC est dirigée par une femme, Ngozi Okonjo-Iweala. Mais avant de prendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce, elle a eu plusieurs vies. Ministre des Finances et des Affaires étrangères du Nigeria, elle a également exercé des fonctions au sein d'institutions internationales. Son portrait par David Gilberg. Ngozi Okonjo-Iweala n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Et à 66 ans, la voilà embarquée dans une nouvelle aventure, mener la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Je dirais que c'est à la fois excitant et intimidant, car je prends les rênes de l'OMC à une période de grande incertitude et de défis. Okonjo-Iweala devient directrice générale après avoir défendu sa conviction que le commerce pouvait sortir les gens de la pauvreté. L'OMC a tellement de choses à traiter en ce moment. Il est évident à mes yeux que des réformes profondes sont nécessaires. Et comme je l'ai déjà dit, les choses vont changer. Dans son nouveau rôle, Okonjo-Iweala pourra s'appuyer sur son expérience impressionnante. Née au Nigeria, sa jeunesse a été marquée par la guerre civile. À 19 ans, elle part aux États-Unis pour étudier l'économie du développement à Harvard puis au MIT. Elle rejoint la Banque mondiale en 1982, gravit les échelons jusqu'à en devenir vice-présidente, avant d'être appelée au service de son pays. En tant que ministre des Finances nigériane, Okonjo-Iweala combat la corruption et parvient à faire annuler 18 milliards de dollars de dettes extérieures. Elle retourne ensuite à la Banque mondiale et devient membre du conseil d'administration de l'Alliance du vaccin, une organisation internationale. Sa candidature à l'OMC avait été bloquée par Donald Trump, mais Joe Biden a lui soutenu sa nomination. Première femme et première africaine à ce poste, elle a fait de la relance de l'économie mondiale sa priorité face à la pandémie de Covid-19. Seiko Hashimoto est la nouvelle présidente du comité japonais des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À 56 ans, elle est la première femme à ce poste, en remplacement de Yoshihiro Mori, 83 ans. L'ancien Premier ministre a été forcé à la démission après avoir tenu des propos sexistes, estimant que les femmes parlaient trop. Le choix de Seiko Hashimoto, ex-ministre des JO et ex-sportive de haut niveau, détentrice du record mondial de 7 participations aux Jeux, représente un immense progrès. Le Japon occupe en effet la 121e place sur 153 dans le classement du Forum économique mondial sur l'égalité entre les sexes. Le monde des jeux vidéo est encore largement masculin et les joueuses professionnelles y sont extrêmement rares. Quelques-unes font néanmoins bouger les lignes. C'est le cas de Sylvia Gattoni. Elle est même la première femme en Afrique de l'Est à bénéficier d'un sponsor international. Reportage au Kenya, Élodie Cousin, Bastien Renouille. Tekken 7 est l'un des jeux de combat les plus populaires au monde. Les compétitions sont nombreuses et en majorité dominées par des hommes. Mais derrière cet avatar se cache Sylvia Gattoni, la première gameuse professionnelle d'Afrique de l'Est. Une femme africaine qui joue, c'est vraiment très très rare. Ils s'attendent à voir un Coréen ou au moins un homme blanc. Donc je sais que pour les autres joueurs, c'est très surprenant et je veux vraiment m'investir pour faire changer cette mentalité. En ligne, les insultes sont assez fréquentes. Mais à Nairobi, elle a pu rencontrer la communauté kenyane lors de tournois et a été facilement acceptée. Aujourd'hui, elle s'entraîne à distance avec un ami. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, notamment lors du dernier match? Tous deux se donnent des conseils pour progresser, peu importe le genre. Quand tu as rejoint notre communauté et que tu as réalisé qu'il y avait une femme, enfin moi, qu'est-ce que tu as pensé? Franchement, je n'ai rien pensé de particulier. Pour moi, tu es comme n'importe quel autre joueur. Depuis 2017, Sylvia a intégré une équipe américaine et est sponsorisée par un géant des télécommunications. Mais avec la crise du Covid et l'absence de compétition, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas compter que sur les revenus générés par Tekken.
C'est pour ça qu'il est très important d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous pouvez obtenir des contrats pour être ambassadeur d'une marque ou participer à une campagne en tant qu'influenceur. J'ai gagné de l'argent en participant à des campagnes et j'espère que dans le futur, je deviendrai ambassadrice d'une grande marque d'informatique. En parallèle, Sylvia termine ses études de droit. Avec son mémoire, elle veut faire évoluer la législation kenyane sur les jeux vidéo. Il est pour l'heure impossible d'organiser de grands tournois professionnels. Or, il y a de plus en plus de demandes. Le nombre de gamers est en constante augmentation au Kenya. La pratique doit être encadrée. Nous sommes bien en avance par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'en tant que leader dans ce domaine, nous allons avoir besoin de vraies lois qui pourront inspirer les autres pays du continent. Son diplôme en poche, elle continuera les compétitions tout en tentant de faire changer les lois pour que les futurs champions et championnes kenyans puissent vivre de leur passion. Il y a des milieux plus machos que d'autres. Marion Poitevin en sait quelque chose. La montagne est son métier et elle y a rencontré pas mal de résistance. Mais l'alpiniste présidente de la cordée 100% féminine Lead the Climb aime relever les défis. Marion Poitevin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes alpiniste, votre métier en ce moment c'est secouriste CRS de montagne, vous êtes d'ailleurs la première femme à ce poste en France et dans votre parcours vous avez d'ailleurs été souvent la première femme à occuper un certain nombre de postes, racontez-nous. Alors j'ai d'abord fait partie de l'équipe nationale d'alpinisme féminine, c'est une première dans le sens où c'était la première fois qu'il y avait une équipe nationale d'alpinisme créée spécialement pour les femmes et c'était en 2006. Donc c'est une première féminine quelque part, vu que c'était la première fois qu'il y avait cette équipe. On était 8 femmes sélectionnées. Et cette expérience m'a permis de me faire connaître et de montrer qu'il y avait des femmes qui étaient intéressées par le haut niveau. Et finalement, le commandant du groupe militaire de haute montagne, il s'est dit, après tout, pourquoi pas ouvrir et proposer cette opportunité à une femme. Donc le groupe militaire de haute montagne, le GMHM, c'est 10 alpinistes soldats, 10 alpinistes militaires, parmi les meilleurs dans les chasseurs alpins qui sont la vitrine de l'armée française en matière de performance et de découverte de territoires éloignés et extrêmes. Donc j'ai fait partie de ce milieu-là. Ça faisait sur 80 alpinistes membres du groupe, j'étais la première fois qu'il y avait une femme. Et en 2012, j'ai rejoint l'école militaire de haute montagne également à Chamonix. J'étais instructeur montagne pour les chasseurs alpins. À savoir que l'EMHM, ça avait été créé en 1930 et il y a une trentaine d'instructeurs et c'était la première fois en 2012 qu'il y avait une femme qui mettait les crampons pour expliquer aux autres soldats comment ça se passe de marcher avec des crampons sur un glacier. Donc il y a eu quelques ajustements culturels à faire. Du coup, j'ai su que la police, le secours en montagne de la police cherchait des guides de haute montagne pour faire de la formation montagne. Et moi, j'adore ça. C'est ce que j'ai appris à faire avec l'armée. Donc, j'ai postulé pour rentrer au secours CRS montagne de la police. Et on va croire que je cherche un petit peu les embrouilles parce qu'il se trouve qu'il n'y avait encore jamais eu de femme. Et ça, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai postulé. Mais ça s'est super bien passé. Bon accueil. Je pense qu'en 10 ans, il y a eu une évolution, autant de ma part que de la part des autres collègues masculins. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Et mon métier, donc, c'est à Albertville. Et je fais du secours en montagne quand on peut héliporter et sinon à pied, terrestre, dans le département de la Savoie. Et vous diriez que dans votre parcours professionnel, ce qui vous a poussé, c'est l'envie de se dépasser, l'envie d'être la première femme et d'ouvrir la voie pour d'autres, ou la montagne, tout simplement? La montagne, tout simplement. Troisième réponse, petit C. Non, vraiment, j'ai pas fait de pleine conscience. Je me suis pas dit, comme il n'y a pas eu de femme avant, je vais faire ça. Non, c'était juste que moi, j'adore la montagne. Et là, il y a des opportunités qui s'ouvrent pour une femme au GMHM. Donc forcément, je fonce. Et ensuite, il y avait des opportunités pour moi de rentrer à l'école militaire de haute montagne et de poursuivre ma carrière de militaire en tant que formateur montagne. Parce qu'entre-temps, j'ai passé le diplôme de guide de haute montagne. Donc, je suis la 17e femme à obtenir ce diplôme en 2014. La première, c'était en 1983. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de femmes. Donc, ce qui est génial, c'est que si on regarde le diplôme de guide de haute montagne, il a fallu 30 ans pour faire 15 femmes guides, mais il a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Donc, ça bouge énormément. Alors justement, l'alpinisme, on l'a vu, c'est un milieu encore très masculin. Il y a 40% d'adhérentes à peu près dans les fédérations, mais seulement 10% de femmes qui sont premières de cordée. Et plus frappant encore, parmi les professionnels du secteur, il y a 2% de femmes environ. Comment vous l'expliquez ? 2% de femmes guides de haute montagne, je pense que c'est un long processus de changement sociétal.
et qui s'accélère. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est pas qu'il faut absolument qu'il y ait des femmes dans cette profession, mais je pense que pour la petite fille et jeune femme que j'étais, j'aurais aimé savoir que cette possibilité professionnelle, elle existait. Et du coup, je m'en suis rendu compte. Ça a pris du temps. Moi, je suis plutôt dans les premières, parce que j'ai pu aller au probatoire, le test d'entrée de guide d'haute montagne à 23 ans, ce qui est plutôt rapide. Mais tout ce processus, ça prend du temps de se rendre compte, bah oui, pourquoi pas moi? Bah oui, après tout, aujourd'hui, c'est possible. Et pour le métier de secouriste en montagne, ça m'a pris du temps, parce que je suis rentrée à 30 ans. Mais en fait, je ne pouvais pas rentrer plus tôt, parce que la première femme CRS, maintien de l'ordre, c'est 2008, c'est une officier. Et la première femme de mon grade, gardien de la paix, c'est 2012-2014. Et moi, je suis rentrée en 2016. On le disait tout à l'heure, hein, vous avez créé Lead the Climb, c'est-à-dire une cordée 100% féminine, prendre la tête de la cordée. Pourquoi vous avez créé cette club? C'est un club CAF, du Club Alpin Français. Et ben, je me suis rendu compte que moi, j'avais fait partie d'un groupe féminin en 2008, l'équipe nationale d'alpinisme féminine, et j'avais trouvé ça vraiment riche d'être entourée de copines. J'allais pas spécialement rejoindre ce groupe pour aller en montagne qu'avec des femmes. Je recherchais pas forcément ce genre de pratique, mais finalement, être entourée de copines, et ben, c'était pas pareil et c'était plus facile. Je me sentais plus légitime, j'osais plus prendre le leadership de la cordée, j'osais plus tenter des voies dures. Et du coup, il y a 80 femmes là qui ont très envie. Donc, on a créé un club CAF pour proposer des sorties de formation au leadership, encadrées seulement avec des guides, et plus particulièrement des femmes guides, parce que le rôle du modèle a beaucoup d'importance, d'où l'importance de certaines interviews d'ailleurs. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à vous, Marion, d'avoir accepté de nous répondre. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos suggestions sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.